Encore une fois, je suis très heureux de vous retrouver sur le plateau de Tribune Actu. Tribune Actu, c'est votre magazine consacré à l'actualité liée aux questions de développement et de croissance sur notre continent. Comme chaque semaine, nous avons rendez-vous avec des artistes, des personnalités à taux développement pour débattre autour d'un thème d'actualité. Encore une fois, bienvenue. Dans Tribune Actu, c'est un thème d'actualité plus une page culture. Pour ce numéro, je reçois sur le plateau 4 invités. Fleur Azoumé, directrice de publication du Scribe Magazine. Scribe Magazine, qu'est-ce que c'est? Scribe Magazine est un magazine qui a pour objectif de promouvoir l'art, la culture et l'éducation. Et Scribe Magazine existe depuis environ 6 ans maintenant. Alors, j'ai aussi l'honneur de recevoir sur ce plateau M. Yacouba Doumbia, militant des droits de l'homme, président du MIDH. MIDH, M. Doumbia. Le MIDH, c'est le mouvement ivoirien des droits humains, qui est un mouvement de promotion, de protection et de défense des droits de l'homme. Quand nous parlons de droits de l'homme, il s'agit de tous les droits. Les défenseurs font la segmentation entre les droits civils et politiques, et puis les droits socio-économiques et culturels. Alors, on a encore notre militant des droits de l'homme sur notre plateau, Tiliano, il vient de la Guinée. Oui, je viens de la Guinée et là-bas, je faisais aussi la promotion des droits de l'homme avec une ONG. Et notre travail était beaucoup axé en prison, où on était en train de s'occuper des prisonniers, des femmes, des mineurs qui sont illégalement détenus. Et donc, c'était pour moi une passion de militer en faveur de la promotion des droits de l'homme. Alors, notre dernier invité, c'est Jacob Bleu. L'actualité en ce moment, c'est le tuile d'une galerie à Abidjan. On aura l'occasion dans la deuxième partie de notre émission de faire connaissance avec votre galerie. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Tribune Actu. Les droits de l'homme sont littéralement les droits que chacun détient en tant qu'être humain. Et cette idée, simple en apparence, produit des effets sociaux et politiques considérables parce qu'ils ont pour seul fondement d'être inhérents à la nature humaine. Et pourtant, certains médias continuent de présenter l'Afrique comme étant les continents où la notion de droit de l'homme reste la moins vulgarisée. Mythe ou réalité, Maître Yacouba? Les droits de l'homme sont une réalité tangible. Vous l'avez dit dans votre définition que ce sont des droits inhérents à la personne humaine. Alors donc, partout où il y a une personne humaine, on parle de droits de l'homme. Les droits de l'homme donc vont au-delà de la codification faite par un État des droits reconnus. Alors donc, le fondement principal des droits de l'homme que nous promouvons, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, le Pacte international sur les droits civils et politiques de 1966 et un Pacte international de 1966 sur les droits économiques, sociaux, culturels. Donc c'est ce corpus-là qui est vraiment le fondement des droits de l'homme. Et donc dans cela, vous pouvez trouver en tout cas tout ce qui est nécessaire à l'individu pour qu'il puisse vivre dans la société en toute dignité et en toute sûreté. Alors, Madame Azoumé, est-ce que vous pensez que cette notion est plus vulgarisée sur notre continent aujourd'hui? Bon, moi je pense que souvent, quand on parle des droits de l'homme, on a l'impression que c'est toujours en lien avec des problèmes politiques, etc. et tout. Mais je pense que pour moi, déjà en tant que peut-être femme et mère, je pense que les droits de l'homme, c'est déjà préserver la vie, le bien-être de la population. Je pense qu'en Afrique, lorsque un enfant ne peut pas aller à l'école, lorsque les parents n'ont pas les moyens de se soigner, qu'il faut d'abord payer pour être soigné quand on va à l'hôpital, qu'aux urgences on vous laisse mourir parce que vous n'avez pas d'argent, là je pense qu'on ne respecte pas les droits de l'homme. Je crois que la population devrait d'abord comprendre que les droits de l'homme sont d'abord inhérents à notre quotidien. En Guinée, comment la population guinéenne, dans la rue, les citoyens lambda, perçoivent cette notion au quotidien? Ce qu'il faut dire par rapport à la situation guinéenne, c'est que c'est un concept qui est totalement parfois perçu par les populations civiles comme étranger. Et en Afrique, en Guinée, quand on parle de droits de l'homme, on dit que ça vient de l'Occident et que moi j'ai le droit de corriger mon enfant comme je veux. On ne peut pas me parler des droits de l'enfant et que la femme doit s'abaisser, la femme doit respecter son mari. Et je pense qu'une telle conception de la part de la population guinéenne n'est pas due au fait qu'ils sont ignorants, mais c'est tout le fait que la population, le droit en Guinée n'est pas vulgarisé. Le droit n'est pas à la portée de la population civile.
Et vous pouvez voir clairement les gens qui confondent les droits subjectifs aux droits de l'homme. Alors que, et ça c'est de part et d'autre, la population civile, tout comme les autorités compétentes, vous allez voir une personne qui pense que les droits de l'homme sont conférés par le droit positif qui est, le droit objectif qui est dans le pays, alors que Maître vient de le dire, les droits de l'homme sont inhérents à la vie de l'homme, ce sont des droits inaliénables. Et je peux dire que ce sont des droits qu'on ne peut pas enlever à un individu si on ne porte pas atteinte à sa vie. Donc, c'est un peu cet amalgame qui existe dans la population guinéenne. Alors, Jacob, en tant qu'artiste, comment vous appréhendez-vous cette notion? Bon, il faut dire que pour vivre en société de façon harmonieuse, il faut que les uns et les autres se sentent rassurés et en sécurité. Mais nous avons quand même un problème en Afrique, c'est qu'il y a encore la pesanteur de nos traditions qui fait que lorsque quelqu'un veut réagir par rapport à ses droits, on peut dire qu'il est peut-être jeune, c'est un enfant, comme l'a dit tout à l'heure, hein, souvent il y a des parents qui agissent comme ils veulent sur leurs enfants parce qu'ils ne respectent pas leurs droits, qui agissent, des hommes qui agissent comme ils veulent également sur les femmes, ils font ce qu'ils veulent. Voilà, parce qu'il y a ces traditions-là qui font que on dit que le plus âgé a plus de droits, a plus d'autorité, a plus de possibilités. Celui qui a les moyens, celui qui est plus fort, a plus de pouvoir et d'autorité sur les autres, ce qui n'est pas vrai. Donc il faudrait que nos hommes de droit fassent un travail de formation et d'information auprès des populations pour que chacun sache effectivement sa place dans la société et puisse respecter les autres aussi en face. Vous avez parlé de tradition, mais je pense qu'il y a certains facteurs comme l'illettrisme et l'alphabétisme en fait qui ont un impact et qui font qu'apparemment cette notion semble méconnue sur notre continent. Nous disons chez nous, en tout cas dans la communauté des défenseurs des droits de l'homme, que l'ignorance est le premier ennemi des droits de l'homme. En fait, c'est parce que, bon, Flore le disait tout à l'heure, les droits socio-économiques et culturels qu'on devrait promouvoir. Mais qu'est-ce que ça veut dire, droits socio-économiques et culturels? Les droits sociaux, on devrait pouvoir construire des écoles pour que les enfants aillent à l'école et l'éducation de base. Quand on dit on doit construire, tu dois construire ces écoles. Quand je dis on, c'est en vérité dans un cadre étatique. Justement parce que chaque jour on collecte nos impôts et autres. Justement, les impôts, la destination, c'est de construire des écoles, c'est de construire des hôpitaux, c'est de construire des infrastructures pour promouvoir nos cultures. Parce que n'oubliez pas que le droit culturel est un droit fondamental de l'homme. Donc aujourd'hui, quelle est la culture africaine qu'on promeut au plan international? Dans nos traditions, dans nos cultures, c'est sûr, il y a des actions, des pratiques rétrogrades, mais dans nos cultures, il y a un socle de valeurs qui doivent être préservées. C'est ce que nous devons apporter à l'universel. Mais aujourd'hui, en fait, parce que quand on parle de droits de l'homme, on a tendance à penser forcément des élections. Ce sont des droits. Mais aujourd'hui, la question est de savoir quelle est la priorité de l'Afrique. Il aurait fallu véritablement que nos chefs d'État africains se réunissent dans le cadre de l'UA ou de la CEDEAO pour définir en fait la priorité au niveau de tous ces droits-là. Parce que quand je vous dis droits socio-économiques et culturels, vraiment c'est des milliers de droits quand on doit les décomposer. C'est la même chose au niveau des droits civils et politiques. Mais on est tous emballés dès qu'il s'agit d'élections. Mais les droits, les actions primaires, les gens ne mangent pas à leur faim, ils ne peuvent pas se soigner, ils ne vont pas à l'école. Mais quelqu'un qui ne va pas à l'école, il y a un principe de droit qui dit nul n'est censé ignorer la loi. Alors il n'est même pas allé à l'école, il n'a jamais eu de prise avec X, Y, mais c'est quelle loi il connaît? Alors donc, il y a vraiment un travail de base à faire et ce travail-là incombe principalement à l'État. Voilà. Donc c'est l'État qui est le véritable débiteur de tous les droits dont nous parlons. Oui, à côté de l'État, est-ce que la situation de pauvreté dans laquelle en fait vit l'Afrique ne favorise pas, je dirais en fait, cette méconnaissance de cette notion? Tiliano, vous qui venez de la Guinée. Je pense qu'il ne faut pas lier pauvreté aux droits de l'homme. Les droits de l'homme, ce sont des principes qui existent indépendamment de la situation sociale. Tout homme, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il soit de telle ethnie ou de telle religion, a des droits qui lui sont inhérents. Alors,
on ne peut pas dire que parce que je suis pauvre, je ne suis pas titulaire des droits de l'homme. Non, tout homme a les droits de l'homme. Maintenant, c'est la situation précaire dans laquelle nous vivons qui nous empêche de connaître nos droits, parce que l'État ne fait pas son travail pour vulgariser le droit. Comment est-ce que vous voulez qu'un citoyen qui est à 300 km d'Abidjan et qui est enclavé dans un village où il n'y a pas de route, qui n'a même pas eu la chance d'aller à l'école, comment il va connaître ce qu'on appelle la règle de droit? La pauvreté n'est pas, pour moi, un obstacle aux droits de l'homme, mais plutôt les acteurs qui sont dans le pays doivent faire en sorte que le citoyen dernier qui est pauvre et qui n'a pas accès à ses droits ait ses droits. Et ça, c'est une responsabilité étatique. Alors Madame Azoumé, comment quelqu'un, disons, quelqu'un qui a faim, peut revendiquer ses droits? Quelqu'un qui ne les connaît pas d'abord peut en fait revendiquer ses droits, parce qu'en fait, comme il a dit, c'est un droit qui est inhérent à la nature humaine. Et je me dis qu'en fait, en Afrique, compte tenu de la situation que nous vivons, généralement, les gens disent comme ça dans la rue, je connais mes droits, mais quel type de droits que ces citoyens en fait connaissent? Non, mais déjà, quelqu'un qui a faim, il sait qu'il a faim, donc il va revendiquer, mais simplement, est-ce qu'il a les moyens de se faire entendre? C'est ça le problème. Hein? On voit, il y a des associations de consommateurs qui disent aujourd'hui que la vie est trop chère. Bon, ils le disent haut et fort, mais il n'y a pas de répercussions. Donc cela veut dire qu'à côté de l'État, les associations aussi doivent jouer le travail. Oui, et je pense, parce qu'elles dénoncent la cherté de la vie. Les citoyens parlent dans les journaux, dans les réseaux sociaux, etc. et tout. Mais en final, c'est l'État qui doit prendre le relais. Mais l'État a mis en place des structures pour promouvoir les droits de l'homme. Il y a des structures qui essaient de promouvoir les droits de l'homme. Oui, mais c'est théorique. C'est théorique. Est-ce qu'apparemment, en fait, la population en fait, est intéressée de savoir que, écoute, si je n'ai pas droit à telle chose, je peux aujourd'hui en fait revendiquer, ou bien je peux en fait me plaindre? Il faudrait, si on veut vraiment vulgariser les droits, il faudrait les mettre, je dirais, peut-être au programme de l'enseignement. Voilà, parce que nous avons des grandes écoles de droit chez nous, nous avons plein de jeunes qui sortent chaque année, qui ont une bonne formation et de bons niveaux. Bon, pourquoi ne pas mettre ça au programme? Déjà, même à partir du primaire, dans les formations d'instruction civique et morale, insérer quelques notions de droit élémentaires, quand même, pour la population, pour les jeunes, de sorte à ce que les gens puissent grandir avec. Ce sera déjà un grand pas. Voilà, parce que si on veut forcément attendre que ce soit des associations qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir faire leur travail convenablement, que ce soit l'État qui, quelquefois, ne veut pas qu'on sache forcément la vérité. L'État aussi fait avec les moyens qu'il a. Hein. Moi, je pense que c'est une volonté politique. La vérité, ce que je veux savoir, Maître Yacouba, à côté de l'État, vous, en tant que MIDH, qu'est-ce que vous faites au niveau de la Côte d'Ivoire? Oui, en tant que MIDH, en fait, il faut déjà dire le citoyen ivoirien. Moi, je suis avocat, j'ai un cabinet d'avocats. Normalement, donc, mon travail, c'est d'être avocat et donc de recevoir des dossiers que je facture et donc je dois vivre de cela. Mais au-delà de cela, j'ai un engagement au profit de ma population. C'est pourquoi, justement, je me suis engagé dans le MIDH, dans une association qu'on a créé, Mouvement Ivoirien des droits humains. D'accord, vous êtes là en tant que militant des droits de l'homme, en tant que président du MIDH. Je veux savoir aujourd'hui, qu'est-ce que le MIDH fait concrètement sur le terrain pour sensibiliser les citoyens à cette culture des droits de l'homme? En termes de promotion, nous avons fait beaucoup de choses. Nous avons commencé justement parce que nous avons constaté que l'ignorance était le premier ennemi des droits de l'homme. Nous avons commencé par l'éducation. Nous avions en son temps créé ce qu'on appelait ici le Centre pour la non-violence et la culture démocratique. Et ce centre-là dispensait des cours, en tout cas des modules de formation aux enseignants et aux élèves. Mais ça a laissé tache d'huile parce que cette année, je vous apprends, en fait, le ministère de l'Éducation nationale a inscrit l'enseignement des droits de l'homme dans le curriculum de l'éducation. Alors donc, ça, c'est les activités de promotion. Aujourd'hui, nous sommes en train de conduire un projet sur la question des prisons. Nous avons déjà visité 3 prisons, Abidjan, Dabou et Bassam. Nous allons visiter l'ensemble des prisons pour voir un peu les conditions de vie, de détention des personnes.
Parce que justement, dans le corpus des droits de l'homme, un prisonnier, ce qui lui est enlevé, c'est la liberté d'aller et venir. Mais il demeure une personne humaine qui a droit au respect, qui a droit à ce que sa dignité soit respectée en prison. Alors donc les prisons doivent obéir à certaines règles et ceux qui sont chargés de surveiller ces prisonniers doivent se comporter avec ces personnes, avec humanité et beaucoup d'égards. Donc nous sommes en train de conduire un projet dans ce sens. Nous avons un autre projet contre les tortures. Vous avez bien vu que la crise que nous avons vécue depuis 2002 à maintenant, il y a eu beaucoup de cas de torture. Aujourd'hui, on n'en parle pas. Nous avons aussi, au niveau du MDH, en termes d'activité de protection et de défense, organisé les victimes en collectif. Et aujourd'hui, je peux vous dire que nous sommes présents devant les juridictions nationales avec des victimes pour que justement ces victimes-là soient prises en compte, les victimes de tous les bords, hein, parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a les victimes de pro-pro. Donc nous les avons mis dans voilà. Dans un moule et nous attendons que la justice justement puisse statuer et remonter les chaînes de responsabilité de quelque bord que ce soit pour que ces auteurs-là puissent être entrés devant la justice. Alors vous, Samuel Tchilano, on l'a constaté, vous l'avez souligné que vous avez une ONG en Guinée, mais qu'est-ce que vous a amené à mettre en place cette ONG? C'est les constats sur le terrain. On a constaté que les droits de l'homme n'étaient pas respectés en prison et même dans la vie sociale. Alors, on a constaté aussi que les enfants qui se retrouvent en prison, au-delà de leur minorité, c'est-à-dire au-delà du fait qu'ils soient mineurs, et ils n'ont pas eu à la base l'éducation qu'il faut pour éviter de tomber dans ces pièges-là. Par exemple, mon frère était en train de dire tout à l'heure qu'il faut ramener à la base l'éducation civique. En Guinée, je sais qu'au départ, on parlait d'instruction civique et morale. Et après, on a dit éducation civique et morale. Et dans chaque département éducatif, il existait ce qu'on appelle une direction du civisme. Mais ces choses n'existent plus. Vous allez partir dans les départements éducatifs, vous n'allez pas trouver de direction de civisme. Et donc, quand nous avons partagé avec les enfants en prison, nous avons compris que c'est depuis l'école que ces problèmes n'ont pas pu être réglés. Parce que les enfants n'ont pas reçu ce qu'on appelle les leçons de civisme. Le savoir-vivre, le savoir-faire. Ils ne connaissent même pas la différence entre leurs droits et leurs devoirs. Ils confondent tout. Et alors, nous avons commencé à chercher des voies et moyens pour trouver, parce qu'il y avait beaucoup parmi eux qui voulaient faire l'expérience de justice. C'est-à-dire ils veulent passer devant le juge, mais ils n'ont pas les moyens qu'il faut pour venir devant le juge. Et là, quelqu'un qui a frappé et puis il a donné coups et blessures, maître comprend de quoi je parle, et puis il est détenu 6 mois, 7 mois, on ne lui dit rien. Il est là pour coups et blessures. Je ne suis pas en train d'encourager ces délits-là, mais je suis en train de dire que les gens sont en prison et ils veulent la justice. Ils savent que leurs droits sont violés, malgré qu'ils soient aussi auteurs de la violation des droits de l'homme. Donc il faut, à mon avis, que l'État fasse la promotion. Déjà dans des pays où la règle de droit est respectée, ces droits de l'homme ont une valeur constitutionnelle. Déjà, vous accompagnez l'État dans ses actions de considération. Exactement. Mais il faut aussi que les ONG fassent leur travail. Voilà. Mais au-delà de ça, il faut que les droits de l'homme soient même appris aux enfants à la maison, à l'école, dans la rue, à la télévision. Et cela va permettre à ce que chacun sache comment se comporter dans la société. Alors, Mme Azoumé, ce que je voulais savoir, est-ce que, en parlant de la condition des femmes africaines par rapport aux droits de l'homme depuis quelques années, quelques décennies, est-ce qu'on a progressé quand on parle souvent de violence conjugale, et très souvent ce sont les femmes qui sont victimes, est-ce que sur ce volet-là, on a un peu progressé? Quand on parle de mariage, il y a déjà la société qui est un poids pour la femme. La femme africaine, souvent, a peur aussi de se plaindre. Bon, une femme qui va aller, par exemple, dans un commissariat dire « mon mari m'a frappé », mais on va lui rironner. Hein?
Ça, c'est des cas, on entend souvent, elles vont jamais aller oser se plaindre. On va dire, mais si ton mari t'a frappé, c'est de ta faute, ou bien bon, voilà, ils vont banaliser. C'est vrai que cet aspect-là, c'est difficile pour la femme africaine d'aller se plaindre, de porter plainte contre son mari, ça ne se fait pas. On va dire, bon, faut supporter, etc. Et même prendre même le courage même de divorcer aussi. C'est difficile parce qu'on a le poids de la famille qui va dire, mais c'est ton mari, c'est ta faute, mais si tu divorces, tu vas vivre de quoi? Il faut bon, donc c'est vrai c'est difficile sur ce plan-là. La condition de la femme africaine a peu évolué. Bon, il y a des femmes qui sont modernes, qui ont fait des études, qui osent, mais malgré tout, même celles qu'on pense être très modernes, devant le poids de la société, se rétractent et puis supportent parfois des situations qui sont presque inhumaines. Donc je crois que sur ce plan-là, ça n'a pas beaucoup changé. Mais je voulais quand même ajouter tout à l'heure que il y a la connaissance des droits de l'homme, apprendre aux enfants, aux populations, leurs droits, etc. et tout. Mais je crois que le respect des droits de l'homme vient surtout d'une volonté politique. Moi, j'en reviens à l'État. Je crois que faire respecter les droits de l'homme, c'est d'abord une volonté politique. Et les associations, les ONG peuvent travailler sur le terrain. Mais si ce n'est pas accompagné par une volonté politique, ça sera vraiment difficile de faire bouger les choses. Il y a aussi la responsabilité des parents. Quand je prends en fait l'éducation à la chicotte, parce qu'il y a de cela quelques années, c'était monnaie courante, hein, que ce soit à la maison, que ce soit à l'école. De nos jours, Jacob, est-ce que vous pensez que l'éducation à la chicotte peut amener l'enfant à avancer dans ses études, à acquérir une connaissance pour pouvoir progresser? Bon, personnellement, je ne militerai pas pour une éducation à la chicotte, voilà, parce que c'est quand même douloureux et nous sommes à une époque où les choses sont aussi complexes. Je suivais tout à l'heure quelques discussions à propos des enfants qui ne respectent pas les professeurs à l'école, qui ne respectent pas les instituteurs, les institutrices. C'est toute la société même qui est en déliquescence, hein, qui est en train de se dégrader. Parce qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui se permettent de lever le ton, de hausser le ton, de discuter avec ceux qu'on appelle les maîtres ou les dévanciers. C'est vrai que nous, dans notre cas, par exemple, au niveau des arts, quand tu es formateur de certains jeunes, on te hisse au niveau des maîtres, donc il y a quand même ce respect, il y a une soumission et tout ça. Bon, donc on n'a pas trop ce problème-là, nous qui sommes dans ce domaine. Mais au niveau de l'école, de façon générale, il faut faire attention. Et surtout, nous avons aussi des parents qui de plus en plus ont des mentalités très occidentales, qui ne vont plus tolérer le fait qu'on puisse toucher à leurs enfants. Mettre la chicotte sur un enfant, mais demain tu te retrouves avec une convocation et souvent même les responsables des établissements se désolidarisent carrément de leurs enseignants ou de leurs formateurs. Donc, en tout cas, pour notre époque, je ne militerai pas pour cela. Alors, Jacob, sur ce plateau, vous n'avez pas tous omis de relever le rôle de l'État. Mais aujourd'hui, quand on sait qu'ailleurs, on empêche des femmes, des filles d'avoir accès à l'éducation, Maître Yacouba. C'est un crime. Empêcher des personnes d'accéder à l'éducation, c'est un crime. Il appartient justement à ces États-là de réprimer de la manière la plus sévère de tels agissements. Vous comprenez que la violation des droits de l'homme, en fait, l'État entretient un lien un peu incestueux avec les droits de l'homme. C'est l'État qui promeut les droits de l'homme, mais en même temps, il n'y a pas de violation des droits de l'homme sans les agents de l'État ou l'État lui-même en vérité. C'est ce que nous appelons chez nous les 3 V. Pour qu'il y ait violation des droits de l'homme, il faut qu'il y ait un droit violé, il faut qu'il y ait une victime et qu'il y ait un violateur. Et ce violateur-là doit provenir soit de l'État ou un agent de l'État, en tout cas agissant avec les insignes de l'État. Voilà en fait la définition de la violation des droits de l'homme. Alors donc l'État, c'est lui qui promeut, mais en même temps, il est le plus grand violateur. Que faire? En fait, donc, il faut mettre des mécanismes pour que l'État, qui est aussi un justiciable comme vous et moi, puisse répondre en cas de besoin, en fait, des agissements de ces agents ou de lui-même son agissement. Vous voyez souvent dans les campagnes électorales, on vous dira, je vais rendre l'éducation primaire gratuite. Mais c'est une obligation en vérité qui pèse sur nos États depuis 1966. Le pacte international de 1966 sur les droits socio-économiques et culturels que nous avons ratifié
fait obligation en fait à l'État de rendre l'éducation de base gratuite et obligatoire. Donc en principe, on devait aller à l'école jusqu'à 15 ans, 16 ans sans débourser parce que l'État justement a signé une convention internationale qui lui fait obligation. Mais vous voyez, bon, l'ignorance fait qu'aujourd'hui, on peut aller encore au XXIe siècle faire campagne avec de tels slogans. Alors donc, et puis il faut comprendre aussi que la promotion et la défense des droits de l'homme n'est pas la bataille des juristes. Je vous ai dit tout à l'heure, parce qu'en vérité, c'est ce que le commun pense. Il y a des journalistes qui sont défenseurs des droits de l'homme. Ben oui, nous faisons notre rôle. Des sociologues doivent être des enseignants surtout. Mais surtout, les enseignants sont les premiers défenseurs en vérité. Parce que... Je pense que chacun a intérêt à faire la promotion des droits de l'homme, mais chaque citoyen dans son quartier, au travail. Oui, mais voilà, donc partout. il faut un engagement en fait. Il faut s'engager dans des actions, c'est-à-dire dans des ONG. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, je suis avocat, j'aurais pu rester dans mon cabinet. J'ai dit non, je fais de l'argent dans mon cabinet, mais je vais m'engager pour ma société encore dans des organisations de la société civile. Et c'est ce qu'on demande en fait aux Ivoiriens. Tous ils restent dans les salons pour dénoncer. Mais il n'y a pas d'engagement. Soit l'engagement est politique. Ok. Nous marquons une pause et nous reviendrons sur notre plateau pour la deuxième partie de Tribune Actu. Sur notre plateau pour la deuxième partie de Tribune Actu, l'actualité à Abidjan, c'est Jacob Bleu. Jacob Bleu, artiste peintre qui vient d'ouvrir à Abidjan une galerie d'art. Mais avant cela, nous avons fait connaissance avec l'artiste. Il est sur notre plateau avec quelques-unes de ses œuvres. Jacob Bleu, d'où est venue votre passion pour la peinture? Bon, est-ce qu'il faut déterminer le temps? En tous les cas, comme le disent tous les artistes en général, ils avaient en eux le talent, le don et tout ça. Donc c'est un peu ce qui était en moi. Donc depuis ma tendre enfance, je dessinais, je jouais avec les couleurs, je gribouillais. Et même j'étais un des meilleurs dessinateurs de mon école au primaire. Et puis après, je me suis dit, mais pourquoi ne pas m'engager véritablement dans l'apprentissage du métier de l'art et de tout ce qui touche à l'art. C'est ainsi que je me suis retrouvé à l'INA à l'époque, où il y avait un lycée d'enseignement artistique, où j'ai fait le lycée d'enseignement artistique, et après, je me suis retrouvé aux Beaux-Arts, à l'École nationale des Beaux-Arts d'Abidjan. J'ai fait la formation, et avec une spécialisation en peinture contemporaine. Alors, voilà. Tu te souviens de ton premier vernissage? Premier vernissage, il faut dire que j'ai été quand même assez turbulent au niveau de l'art à l'époque. Bon, très respectueux à l'école, je respectais mes professeurs et tout, mais j'avais cette volonté-là, cette fougue-là de pouvoir très vite m'affirmer et m'afficher. Donc, étant déjà étudiant, j'avais commencé à exposer. Et c'est ça, cela m'a valu des coups, parce qu'au Beaux-Arts, lorsque tu n'as pas encore la signature, il n'était pas permis d'exposer, il n'était pas permis de pouvoir présenter des œuvres hors de l'école. Donc, j'ai commencé très tôt à exposer, très tôt. Et déjà en deuxième année, j'avais commencé à faire des expositions hors de l'école et avec la publicité qu'il y avait autour. Il y avait certaines radios qui venaient de naître à Abidjan, donc les gens, ils ont sauté sur l'occasion. Et donc, quand j'arrive comme ça les matins au cours, on dit « Ah, mais c'est toi la star, là, tu n'as pas encore fini. » Et tu te joues la star, tu commences à peindre, à faire des expositions. Ok, bon, j'ai eu quelques frayeurs, c'était chaud, mais bon, comme je travaillais bien, les gens n'avaient pas de raison de me foutre à la porte ou de me renvoyer. Et c'est comme ça que les choses sont parties. Et après, j'ai fait aussi une formation pédagogique et tout. Et le ministère de la Culture m'a appelé pour venir former les jeunes au niveau de la peinture, parce qu'il fallait des gens qui avaient un certain talent pour les former à la peinture. Donc, alors, parlant des jeunes, chaque année, je pense que vous initiez une opération en faveur des enfants, je crois, des milieux défavorisés ou bien d'Abidjan. Oui, parce que nous avons constaté qu'il y a quand même beaucoup d'enfants et de jeunes qui sont dans des situations souvent précaires et il faut pouvoir les soutenir. Et les soutenir, bon, en tant qu'artiste, le médium ou le moyen le plus facile pour moi, c'est de pouvoir proposer
en vente souvent aux enchères de certaines œuvres. Il y en a aussi qu'on essaie d'aider, parce que l'art a un aspect aussi thérapeutique, hein, donc d'aider à pouvoir se dépasser et rêver un tant soit peu. Donc chaque année, avec certaines ONG, nous essayons de faire des rassemblements d'enfants, des enfants soit infectés ou affectés par le sida, des enfants défavorisés, des enfants délaissés et tout ça. Donc on passe des journées avec eux où ils apprennent à peindre, à dessiner, à modeler, à faire quelques bricolages. Et après, quand nous avons la possibilité de les exposer, nous les exposons. Et lorsque nous pouvons en vendre, nous vendons. Mais tout cela en reversant ce qui est gagné, le produit de ces œuvres-là à ces associations qui soutiennent ces enfants. Voilà. Alors, Madame Azoumé, vous êtes mère de famille. Qu'est-ce que vous pensez d'initier les enfants à la peinture? C'est fondamental. Hein? Donc, moi, j'ai 2 enfants. Une fille qui fait des études, qui est musicienne, qui avait tout de suite, j'avais détecté qu'elle avait l'oreille, qu'elle chantait bien. Donc, c'est chant, piano, guitare et fait de jolis petits concerts à la maison. Voilà, mon fils plus grand, c'était le sport très tôt, basket, etc. Donc, je crois que d'abord, l'art, le sport permet déjà à l'enfant de s'épanouir et de s'affirmer aussi, de prendre confiance aussi en lui, c'est important. Et je crois aussi que les parents africains devraient comprendre que exceller en sport ou dans un art et ne pas faire peut-être une formation classique en matière d'études n'est pas une honte. Que c'est tout aussi bien d'avoir un grand médecin qu'un grand sportif, qu'un grand peintre, qu'un grand musicien. Je pense que c'est aussi quelque chose que les parents africains doivent intégrer. Alors, visiter une galerie, est-ce que c'est le quotidien des Africains? Est-ce que cela pour eux, ce ne sont pas des activités en fait liées à certaines couches sociales, Téliano? Je pense que c'est le quotidien de l'Africain. Vous parlez de galeries, mais quand on revient dans l'Afrique ancestrale, je ne pense pas que l'art soit complètement étranger à l'Afrique. Il y avait des forêts sacrées dans lesquelles on pouvait retrouver des objets d'art. Et je pense que si aujourd'hui notre société est modernisée, visiter une galerie, c'est une très très bonne chose. On ne visite pas seulement, mais quand on visite aussi, on achète. Est-ce que vous on achète, et quand on achète, on participe à la promotion de l'art. Et après tout ce que j'ai entendu et tout ce que je vois, ces beaux tableaux, je suis passionné. Et je suis très content parce que cela me rappelle quelque chose. Je vois que en Afrique, il n'y a pas de table rase. Il y a une culture qui s'interprète dans l'art et tout comme madame vient de le dire, il faudrait faire la promotion de l'art. Mais alors, vous, Maître Yacouba, qu'est-ce que vous pousserez à acheter un tableau que d'acheter peut-être que des chemises ou bien d'un pantalon, des souliers à la place de... Ou un texte de loi. Oui, voilà. Mais justement, c'est ce que je disais, pour l'épanouissement de l'homme n'est pas simplement, je vais dire, de juridiques ou bien de sociologues. Ouais. On a besoin justement de la culture, de l'art. Vous voyez bien, les Asiatiques, ils ont apporté quelque chose, les Occidentaux apportent quelque chose, les Arabes apportent quelque chose. Nous, Africains, qu'est-ce que nous apportons? Alors, ça peut se faire par la peinture ou d'autres moyens d'expression de l'art. Alors donc, moi, j'irais bien dans une galerie pour prendre des tableaux ou tout autre objet d'art pour justement contribuer à promouvoir cette culture africaine. Parce que justement, l'art n'est pas gratuit, c'est-à-dire forcément, il y a un passé qui amène justement cet artiste-là à peindre d'une manière ou d'une autre. Ça exprime forcément, je vais dire, son vécu quotidien, son environnement. Alors donc, je pense que... Alors, Jacob, on a souvent coutume d'entendre sur les plateaux de télévision que l'artiste africain ou bien l'artiste en général ne vit pas de son art. Vous, c'est votre activité au quotidien. De quoi vous vivez alors? Je vis de mon art, ça c'est évident. Et comme le disait Maître, généralement, nos parents au départ n'acceptaient pas le fait que nous ayons embrassé le domaine des arts parce que tout le monde voudrait que nous soyons médecins ou magistrats ou quelqu'un de corps armé et tout ça parce que ça sécurise, voilà.
Au moins, quand ils sont malades, on peut les soigner. S'ils ont un problème juridique, on peut les défendre, ainsi de suite. Mais avec le temps, les gens ont compris qu'avec l'art, certainement, on a beaucoup plus de possibilités, on a des avantages. Aujourd'hui, je peux voyager, je peux aller où je veux, mais c'est grâce à l'art. Je peux rencontrer qui je veux, que ce soit des personnalités, des chefs d'État. C'est grâce à l'art. Ce n'est pas parce que, voilà, c'est le travail que je fais. Et aussi, au niveau du travail que nous faisons, il faut dire qu'il y a une certaine valorisation qui se fait aujourd'hui et les gens ont tendance à venir vers l'Afrique pour découvrir ce qui s'est fait. Voilà, nous avons souvent tendance à vouloir nous hisser au niveau de la science et tout, mais les gens sont très loin au niveau de la science. Mais il y a des choses qui sont très importantes. Notre art et notre culture sont des éléments essentiels sur lesquels il n'y a pas de débat. Les gens ne peuvent pas discuter avec nous de ce que nous avons, de ce que nous possédons de façon culturelle. Et il y a beaucoup de ressources, beaucoup de choses que nous avons. Et nous pouvons nous servir de cela pour les exploiter, les présenter au monde et en faire une identité, en faire, je dirais même un label. Quand on va à travers le monde, ce que les gens retiennent, c'est Drogba, c'est Magic System, c'est ceci, c'est cela. Donc c'est le sport, la culture. Donc il faudrait que nos gouvernants et l'État puissent soutenir les créateurs, puissent soutenir la création dans son ensemble et tout ce qui touche à l'art aussi en général. Voilà, et c'est ce que nous essayons de faire. Donc aujourd'hui, je ne me plains pas, voilà, parce que je peux vendre quand même à des prix relativement acceptables qui peuvent me permettre de vivre et de subvenir à mes besoins quotidiens, à mes besoins élémentaires, et vivre dignement. Voilà, vous avez eu l'occasion d'exporter ce art-là, c'est-à-dire participer à des vernissages dans différentes contrées en Afrique comme en Europe? Oui, bien sûr, parce que c'est aussi ce qui nous fait vivre. J'ai fait des expositions au Canada, en France, en Allemagne, bon, un peu partout en Italie et même au niveau de l'Afrique, dans plusieurs pays africains. C'est parce que le marché... Mais généralement, on a l'impression que c'est ceux-là qui s'intéressent plus. Pas qu'ils s'intéressent plus, c'est pas qu'ils s'intéressent plus, des Africains eux-mêmes. Non, pas qu'ils s'intéressent plus, mais sauf qu'ils ont une culture des beaux-arts qui a de l'avance sur nous. Nous, les beaux-arts, nous les connaissons peut-être il y a 50 ans. Donc, lorsque les gens s'intéressent à notre art, c'est beaucoup plus les objets cultuels, ce sont nos masses, ce sont nos sculptures et tout ça. Mais aujourd'hui, la façon de concevoir l'art contemporain, la peinture, la sculpture, telle que nous la voyons, qui n'est pas utilitaire, c'est ça aussi le grand problème. Parce qu'en Afrique, au départ, les objets sur lesquels nous misions, ça devait servir à quelque chose. Or, nous sommes dans un contexte aujourd'hui où on fait la peinture pour la peinture, où on fait une sculpture pour la sculpture. Celui qui vient acheter, c'est parce qu'il aime, soit il veut décorer chez lui, soit il a des intentions peut-être plus économiques, parce qu'il sait qu'en investissant dans un objet d'art, demain, si ça prend de la valeur, il pourra revendre ou bien avoir des garanties bancaires, puisqu'on peut faire des garanties bancaires avec nos objets d'art et nos œuvres. Voilà, donc... Madame Azoume, vous voulez compléter quelque chose? Oui, non, je disais tout à fait qu'il y a beaucoup maintenant des personnalités africaines, des Ivoiriennes, des Africains qui achètent quand même des objets d'art, des fortes sommes, donc pour décorer leur maison, parce qu'ils veulent avoir des artistes africains, ils n'ont pas envie d'avoir un Picasso, ils ont envie d'avoir un artiste ivoirien ou en tout cas africain. Voilà, et oui, non, maintenant il y a vraiment une évolution. Oui, moi-même j'achète. Quand on dirigeait encore une galerie à l'époque, donc avec mes petits moyens. Voilà, parlant de galerie, vous venez d'ouvrir une galerie à Abidjan. Oui, effectivement, ça c'est la grande nouvelle du mois, je dirais. Parce qu'il faut dire que, étant artiste moi-même, j'ai compris qu'il fallait ouvrir les possibilités à nos artistes. Parce que nous avons des galeries, mais il n'y en a pas suffisamment. Voilà, en Europe, presque tous les grands carrefours, on a quand même une galerie dans les grandes villes. Donc, et Abidjan, qui est quand même une plaque tournante de l'art en Afrique, nous n'avons pas suffisamment de galeries. Et surtout des galeries qui soient dignes de ce nom-là, qui travaillent dans l'esprit véritable de galerie. Donc, j'ai voulu apporter ma pierre à l'édifice en ouvrant un espace qui est une nouvelle galerie, le Basquiat, voilà, où il y a 3 salles d'exposition. C'est quand même une grande première en Côte d'Ivoire.
il y a un café, il y a aussi un espace d'activités culturelles et artistiques pour tous ceux qui voudraient passer pour des conférences, des échanges, des dédicaces de livres et tout ça. Parce que cela manque. Et l'intention, c'est quoi? C'est de pouvoir rapprocher l'art du public. Voilà, parce que si on reste juste dans la galerie classique, où il n'y a que des tableaux accrochés, dans un environnement austère, tranquille, comme si on était dans un monastère, où les gens ont un peu peur d'entrer et tout ça, c'est compliqué. Donc j'ai voulu ouvrir cela à d'autres formes d'expression et à d'autres activités, de sorte à favoriser l'entrée des gens dans la galerie, à venir se divertir, à boire un café, à échanger avec d'autres. Là, je prépare même une bibliothèque, donc j'espère que vous allez m'aider. Voilà, je suis en train de monter une bibliothèque, de sorte à avoir aussi des livres. Là, les gens, ils peuvent venir s'asseoir, regarder un tableau, ils lisent un livre, et puis voilà, au moins c'est assez démocratisé, le public est impliqué. Jacob Bleu, Samuel Tiliano, Fleur Zoumé, Maître Yacouba Doumbia, merci d'avoir été sur ce plateau. Toute l'équipe de production se joint à moi pour vous dire merci. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition du Tribune Actu.